CC6-2FR. La corde existe toujours. Dans la chambre forte climatisée de l'UC Berkeley se trouve la corde même que Blas de Magalhães a utilisée pour se pendre dans sa cellule de l'Inquisition en 1597, plutôt que d'affronter un jour de plus de ce que ses interrogateurs appelaient un interrogatoire poussé. À côté, des phalanges qu'un autre prisonnier a utilisées pour de désespérés rituels de sorcellerie, espérant que la magie noire pourrait le sauver de la torture systématique. Ces artefacts ont émergé de la collection d'une famille mexicaine privée dans les années 1990. Des documents que le monde universitaire croyait détruits. Ce qui fait froid dans le dos, ce n'est pas seulement la preuve physique, ce sont les rapports médicaux qui ont survécu avec eux. Les médecins ne se contentaient pas de superviser la torture. Ils la perfectionnaient, rédigeant des analyses détaillées sur la durée optimale de la douleur et les techniques de manipulation psychologique. Pourquoi les médecins se disputaient-ils ces postes? Comment l'Inquisition a-t-elle atteint des taux d'aveu que les agences de renseignement modernes envieraient? Et pourquoi leurs méthodologies médicales sont-elles encore classifiées dans les manuels militaires contemporains? Les manuels d'histoire omettent la partie la plus troublante. Ce n'était pas de la barbarie médiévale, mais une cruauté scientifique qui a établi des modèles encore utilisés aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant. Car les liens entre les salles de torture du XVIe siècle et les sites noirs modernes vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir institutionnel. Mais cette corde et ses ossements ne sont que le début de ce que les chercheurs ont découvert lorsqu'ils ont ouvert cette collection cachée dans une maison privée mexicaine pendant plus d'un siècle. Et lorsque le professeur Ron Asner a posé les yeux pour la première fois sur la transcription du procès de Manuel de Lucena, ses 1334 pages, il ne se doutait pas qu'il allait passer des années à documenter le programme de torture le plus systématique de l'histoire. CC6-2FR. La corde existe toujours. Dans la chambre forte climatisée de l'UC Berkeley se trouve la corde même que Blas de Magalhães a utilisée pour se pendre dans sa cellule de l'Inquisition en 1597, plutôt que d'affronter un jour de plus de ce que ses interrogateurs appelaient un interrogatoire poussé. À côté, des phalanges qu'un autre prisonnier a utilisées pour de désespérés rituels de sorcellerie, espérant que la magie noire pourrait le sauver de la torture systématique. Ces artefacts ont émergé de la collection d'une famille mexicaine privée dans les années 1990. Des documents que le monde universitaire croyait détruits. Ce qui fait froid dans le dos, ce n'est pas seulement la preuve physique, ce sont les rapports médicaux qui ont survécu avec eux. Les médecins ne se contentaient pas de superviser la torture. Ils la perfectionnaient, rédigeant des analyses détaillées sur la durée optimale de la douleur et les techniques de manipulation psychologique. Pourquoi les médecins se disputaient-ils ces postes? Comment l'Inquisition a-t-elle atteint des taux d'aveu que les agences de renseignement modernes envieraient? Et pourquoi leurs méthodologies médicales sont-elles encore classifiées dans les manuels militaires contemporains? Les manuels d'histoire omettent la partie la plus troublante. Ce n'était pas de la barbarie médiévale, mais une cruauté scientifique qui a établi des modèles encore utilisés aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant. Car les liens entre les salles de torture du XVIe siècle et les sites noirs modernes vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir institutionnel. Mais cette corde et ses ossements ne sont que le début de ce que les chercheurs ont découvert lorsqu'ils ont ouvert cette collection cachée dans une maison privée mexicaine pendant plus d'un siècle. Et lorsque le professeur Ron Asner a posé les yeux pour la première fois sur la transcription du procès de Manuel de Lucena, ses 1334 pages, il ne se doutait pas qu'il allait passer des années à documenter le programme de torture le plus systématique de l'histoire de l'humanité. Alors qu'il tournait chaque page de parchemin, ce sable ancien que j'ai mentionné plus tôt tombait littéralement sur ses genoux, et il a réalisé qu'il ne lisait pas seulement l'histoire, il manipulait les vestiges physiques même des séances de torture, qui avaient eu lieu alors que Shakespeare écrivait encore des pièces. Les scribes qui ont créé ces documents utilisaient ce sable pour absorber l'excès d'encre, car leur registre devait être parfait, permanent et juridiquement recevable dans des tribunaux qui s'étendaient sur 3 continents et ont fonctionné pendant plus de 3 siècles. Chaque mot devait être préservé. Car l'Inquisition espagnole ne se contentait pas de torturer des gens. Elle construisait le premier réseau mondial de surveillance et d'interrogatoire, avec des procédures normalisées, une supervision médicale
et des mesures de contrôle qualité qui feraient pleurer d'envie les agences de renseignement modernes. Ce que Hassner a découvert dans ces pages l'a forcé à réécrire complètement sa compréhension du fonctionnement de la torture systématique, car l'Inquisition avait résolu des problèmes auxquels les interrogateurs contemporains sont encore confrontés aujourd'hui. Et ils ont documenté chaque percée avec des détails insoutenables. Mais avant de plonger dans la manière exacte dont ils ont atteint des taux d'aveu de plus de 95% en moyenne sur des siècles d'opération, vous devez comprendre que tout ce que vous pensez savoir sur l'Inquisition espagnole est faux, et que la véritable histoire est bien pire que les versions hollywoodiennes, au point que votre esprit aura du mal à accepter ce que ces documents nouvellement découverts révèlent sur la véritable nature du pouvoir institutionnel et de la complicité médicale. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films, car ces silhouettes encapuchonnées avec leurs instruments de torture rouillés vous protègent en réalité de la vérité, et les inquisiteurs maladroits des Monty Python, incapables de menacer quelqu'un correctement, sont une fiction miséricordieuse comparée à ce qui se passait réellement dans ces chambres de souffrance systématiques méticuleusement organisées. La version hollywoodienne vous présente des barbares médiévaux agissant sous l'emprise de la fureur religieuse. Mais les archives récemment ouvertes révèlent quelque chose qui vous glacera le sang. C'était une bureaucratie moderne qui se trouvait opérer 4 siècles avant que nous n'inventions le terme, avec des organigrammes, des indicateurs de performance et des manuels de l'employé détaillant exactement comment extraire des aveux tout en maintenant la conformité juridique. Lorsque les chercheurs ont finalement eu accès aux archives nationales espagnoles dans les années 1970 après la mort de Franco, ils s'attendaient à trouver des registres épars de violences religieuses aléatoires. Au lieu de cela, ils ont découvert la documentation la plus complète de la torture systématique de l'histoire humaine, avec des dossiers si détaillés que les psychologues légistes modernes les utilisent pour étudier les effets à long terme du traumatisme institutionnel. La transcription du procès de Manuel de Lucena, longue de 1334 pages, n'est pas seulement le compte-rendu de la torture d'un homme, c'est un manuel de formation qui montre exactement comment l'Inquisition a perfectionné l'art de briser des êtres humains tout en les maintenant en vie et en conformité avec la loi. Et lorsque vous réalisez que ce seul dossier représente l'un des plus de 67 521 dossiers individuels désormais numérisés dans la base de données de l'Inquisition du début de l'ère moderne, l'ampleur réelle de ce cauchemar bureaucratique devient terrifiante. Ce n'étaient pas des fanatiques fous agissant sous le coup de l'impulsion, mais des professionnels formés, suivant des procédures normalisées, affinées par des siècles d'expérimentation systématique sur des sujets humains. Les documents médicaux qui ont survécu révèlent que les médecins n'étaient pas seulement présents lors des séances de torture. Ils menaient des études contrôlées sur la tolérance à la douleur, la manipulation psychologique et les techniques d'interrogatoire optimales, auxquelles les psychologues militaires contemporains se réfèrent encore dans des recherches classifiées. Mais voici ce qui vous troublera vraiment. Le taux d'aveu de l'Inquisition n'a pas été atteint par une torture plus brutale que celle de leurs contemporains, mais par une meilleure organisation, une documentation supérieure et ce que les analystes du renseignement moderne reconnaissent aujourd'hui comme le programme de guerre psychologique le plus sophistiqué jamais mis en œuvre. Et quand vous comprendrez comment ils opéraient réellement, vous réaliserez pourquoi les gouvernements du monde entier classifient encore leur méthodologie comme des secrets d'État, car les modèles qu'ils ont créés pour la cruauté institutionnelle systématique sont encore utilisés aujourd'hui, portant simplement des uniformes différents et parlant des langues différentes. De 1478 à 1834, 356 ans de fonctionnement continu, l'Inquisition espagnole a traité plus de 150 000 cas en Espagne et dans ses colonies. Mais ces chiffres ne rendent pas compte de la véritable horreur, car une analyse récente de 67 521 cas documentés révèle qu'il ne s'agissait pas de violences aléatoires ou d'hystérie religieuse, mais de torture institutionnelle systématique menée avec la précision d'une procédure médicale moderne. Chaque arrestation, chaque interrogatoire, chaque cri, chaque aveu était consigné dans des formats standardisés qui permettaient aux administrateurs de suivre des indicateurs de performance sur des décennies d'opérations. Lorsque Gustav Henningsen et Jaime Contreras ont compilé leur base de données de cas de l'Inquisition dans les années 1980, ils pensaient documenter la brutalité médiévale. Mais ce qu'ils ont en réalité découvert, c'est le premier programme de torture au monde fondé sur des preuves,
avec analyse statistique, mesures de contrôle qualité et protocoles d'amélioration continue qui mettraient mal à l'aise les scientifiques des données contemporains par leur rigueur et leur efficacité. L'ampleur devient vraiment terrifiante lorsque l'on réalise que ces 67 521 cas ne représentent que les survivants documentés, ceux dont les dossiers ont été conservés dans des archives dispersées sur 3 continents, ce qui signifie que le nombre réel de personnes traitées par ce système était exponentiellement plus élevé. Chaque dossier contient suffisamment de détails pour reconstituer non seulement ce qui est arrivé aux victimes individuelles, mais aussi comment l'ensemble de l'appareil fonctionnait comme un réseau intégré de surveillance, d'arrestation, d'interrogatoire et d'élimination, opérant avec une précision d'horloger pendant plus de 3 siècles. Mais voici ce qui vous donnera la chair de poule. L'analyse forensique moderne de ces archives révèle que l'Inquisition a atteint des taux d'aveu de 95% en moyenne, non pas par une torture plus brutale que celle de ses contemporains, mais par une collecte de données supérieures, un profilage psychologique et ce que les analystes du renseignement reconnaissent aujourd'hui comme la première mise en œuvre systématique de l'analyse des réseaux sociaux pour identifier et éliminer des communautés entières d'individus ciblés. Chaque nom extorqué sous la torture était recoupé avec les dossiers existants. Chaque relation était cartographiée. Chaque connexion était exploitée pour étendre le réseau de surveillance et de contrôle. La documentation était si minutieuse que les chercheurs peuvent aujourd'hui reconstituer le tissu social de villes entières et retracer comment la terreur systématique se propageait dans les communautés comme un virus soigneusement conçu pour détruire la confiance humaine. Et maintenant, pour la première fois, nous pouvons voir exactement ce qui se passait dans ces chambres. Mais avant de plonger dans les méthodes spécifiques qui feraient reculer d'horreur les interrogateurs modernes, vous devez comprendre comment cette machine de cruauté systématique a vu le jour, car les origines de l'Inquisition espagnole révèlent quelque chose de troublant sur la rapidité avec laquelle n'importe quelle société peut transformer des professionnels de la santé, des experts juridiques et des autorités religieuses en participants volontaires à la torture institutionnalisée lorsque les bonnes structures bureaucratiques sont mises en place. Espagne. 1478. Ferdinand et Isabelle viennent d'unifier un royaume fracturé par le mariage et la conquête militaire, mais leur pouvoir nouvellement consolidé fait face à ce qu'ils perçoivent comme une menace existentielle, une diversité religieuse qui a permis aux Juifs, aux musulmans et aux chrétiens de coexister pendant des siècles dans un réseau complexe de relations commerciales, intellectuelles et sociales que les rois catholiques considèrent comme un défi direct à l'autorité royale absolue. La tolérance qui avait fait de l'Espagne médiévale l'une des régions les plus prospères et intellectuellement dynamiques d'Europe représente maintenant, dans leur esprit, un cancer qui doit être retiré chirurgicalement avant qu'il ne se métastase en rébellion politique. Leur solution révèle un niveau de sophistication bureaucratique qui pousserait les régimes totalitaires modernes à étudier leurs méthodes avec une admiration professionnelle. Le 1er novembre 1478, le pape Sixte IV publie la bulle pontificale Foi, Exigit Sinceras Devotionis, autorisant officiellement Ferdinand et Isabelle à créer le tribunal del Santo Officio, le Saint-Office de l'Inquisition. Mais ce qui émerge de cette autorisation papale n'est pas la violence de foule chaotique à laquelle on pourrait s'attendre, c'est quelque chose de bien plus terrifiant. Le premier programme, au monde de torture systématiquement organisé et parrainé par l'État, conçu pour opérer dans des cadres juridiques qui fournissent un vernis de légitimité judiciaire tout en permettant des niveaux de cruauté institutionnelle sans précédent. Il ne s'agissait pas d'une foule avec des torches prenant d'assaut les quartiers, mais d'une institution juridique soigneusement construite, avec des structures de commandement hiérarchiques, des procédures opérationnelles normalisées, des processus d'appel et des mécanismes de contrôle qualité qui assuraient une application cohérente des techniques de torture à travers de multiples juridictions sur 3 continents. La fondation bureaucratique qu'ils ont établie révèle une compréhension troublante de la manière de transformer des citoyens ordinaires en participants volontaires à la torture systématique. Ils ont recruté des avocats diplômés des universités pour servir d'inquisiteurs, des médecins agréés pour assurer la surveillance médicale, des scribes professionnels pour tenir une documentation détaillée et le clergé local pour fournir une justification théologique, créant une structure institutionnelle à plusieurs niveaux où la responsabilité individuelle pouvait être diluée entre tant de participants
qu'aucune personne seule n'avait à affronter tout le poids moral de ce qu'ils permettaient collectivement. Mais le véritable génie de leur système ne résidait pas dans sa structure organisationnelle, mais dans la manière dont ils ont transformé la torture, d'un outil grossier de punition en un instrument sophistiqué de contrôle social, capable d'identifier, de cartographier et de démanteler systématiquement des réseaux entiers de dissidents présumés, tout en maintenant la fiction juridique qu'ils protégeaient simplement l'orthodoxie religieuse. Et lorsque Thomas de Torquemada fut nommé premier grand inquisiteur, en 1483, il apporta à ce poste non seulement un fanatisme religieux, mais aussi un brio administratif qui allait établir des modèles opérationnels encore étudiés aujourd'hui dans les académies militaires et les programmes de formation au renseignement, car il comprenait que la torture la plus efficace n'est pas la violence aléatoire, mais des processus institutionnels systématiques qui peuvent être affinés, normalisés et étendus à de vastes régions géographiques tout en maintenant des résultats constants qui justifient l'expansion continue du programme. Voici les foi converso, foi des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme pour échapper à la persécution croissante de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, des familles qui pensaient qu'abandonner leur foi ancestrale leur garantirait la sécurité dans un monde de plus en plus hostile. Mais ils avaient tragiquement tort, car l'Inquisition espagnole avait été spécifiquement conçue pour les cibler. Et les statistiques révèlent la précision génocidaire de cette campagne systématique. À Valence, entre 1484 et 1530, 91, 6% des personnes jugées par l'Inquisition étaient d'origine juive. Tandis qu'à Barcelone, entre 1484 et 1505, un chiffre quasi impossible de 99, 3% de tous les cas concernaient des foi converso, des nombres si extrêmes qu'ils révèlent qu'il ne s'agissait pas de persécution religieuse, mais de nettoyage ethnique déguisé en purification théologique. Ce n'étaient pas de simples statistiques dans des registres poussiéreux. C'étaient des familles avec des noms, des visages et des rêves qui avaient déjà sacrifié tout ce qu'elles avaient de plus sacré pour survivre. Des marchands comme Abraham Senior, qui avait été le principal collecteur d'impôts des rois catholiques et s'était converti au christianisme en 1492 pour ensuite voir ses enfants faire l'objet d'enquêtes de l'Inquisition. Des professeurs comme Luis de León, qui a passé 5 ans dans les cellules de l'Inquisition, bien qu'il fût un professeur de théologie respecté. Des mères comme Elvira del Campo, torturées pour avoir allumé des bougies le vendredi soir par habitude plutôt que par conviction religieuse. Et des enfants qui grandiraient sans jamais savoir si leurs voisins pourraient les dénoncer pour avoir refusé de manger du porc ou pour s'être lavé les mains trop fréquemment. Les foi converso avaient fait le calcul désespéré que la conversion les protégerait, mais les architectes de l'Inquisition comprenaient que la conversion volontaire les rendait en fait plus vulnérables, et non moins, car elle créait le cadre juridique nécessaire pour justifier une surveillance systématique de leur vie privée. Une fois convertis, tout comportement suggérant que vous pourriez encore maintenir des pratiques juives devenait une preuve d'hérésie passible de torture, d'emprisonnement, de confiscation des biens et de mort. Ce qui rend leur situation particulièrement tragique, c'est que de nombreux foi converso avaient sincèrement embrassé le christianisme, certains étaient même devenus prêtres, religieuses ou évêques, mais l'Inquisition partait du principe que le sang juif portait une tendance inhérente à l'hérésie qui ne pouvait jamais être complètement éliminée, une idéologie raciste qui inspirerait plus tard des programmes similaires de nettoyage ethnique à travers l'Europe et au-delà. Les archives de procès, récemment découvertes, révèlent l'intimité horrifiante de cette persécution. Des voisins se dénonçant les uns les autres pour des choix alimentaires suspects, des domestiques témoignant des habitudes de bain de leurs employeurs, des enfants encouragés à dénoncer les prières privées de leurs parents, créant un réseau de surveillance si complet que les familles foi converso vivaient dans la terreur constante de révéler accidentellement une habitude inconsciente qui pourrait déclencher une enquête menant aux chambres de torture, où les médecins de l'Inquisition briseraient systématiquement leur corps, tandis que les scribes juridiques enregistreraient chaque cri pour la postérité. Et ce qui est le plus troublant dans ces premiers cas, c'est la manière dont ils ont établi le modèle opérationnel qui serait plus tard appliqué aux protestants, aux musulmans, aux sorcières présumées et à toute autre personne, menaçant la définition de plus en plus large de l'orthodoxie de l'Inquisition,
car une fois que vous créez des mécanismes institutionnels pour la torture systématique, ces mécanismes trouvent inévitablement de nouvelles cibles pour justifier leur existence continue. Le génie de l'Inquisition ne résidait pas dans sa cruauté, mais dans sa patience. Lorsque Manuel de Lucena fut arrêté à Mexico le 10 mai 1594, il ne se doutait pas que les enquêteurs de l'Inquisition avaient systématiquement monté leur dossier contre lui depuis 8 mois, surveillant sa maison, soudoyant ses domestiques, pour obtenir des informations sur ses habitudes alimentaires et documentant soigneusement chaque témoignage d'autrefois converses aux foi qui avaient déjà été brisés dans les chambres de torture et forcés d'impliquer tous ceux qu'ils connaissaient dans leur tentative désespérée de faire cesser la douleur. Ils avaient déjà des preuves matérielles, des rapports indiquant qu'aucune fumée ne sortait de sa cheminée le samedi, des témoignages selon lesquels sa femme achetait des quantités inhabituellement grandes de légumes avant certaines dates, et des comptes rendus détaillés de rassemblements suspects à son domicile que les témoins décrivaient avec le genre de détails spécifiques qui ne peuvent provenir que de personnes ayant été systématiquement torturées jusqu'à ce qu'elles fournissent exactement les informations que leurs interrogateurs veulent entendre. La torture n'était pas conçue pour découvrir la vérité. C'était une performance soigneusement orchestrée visant à confirmer ce que les inquisiteurs soupçonnaient déjà, tout en créant la documentation juridique nécessaire pour justifier la confiscation des biens et l'exécution publique. Cette distinction entre enquête et confirmation révèle quelque chose de profondément troublant sur le fonctionnement réel de la torture institutionnelle lorsqu'elle est conçue par des administrateurs intelligents plutôt que par individus sadiques agissant sous l'impulsion. Mais c'est là que l'architecture psychologique devient véritablement diabolique. Dès leur arrestation, les victimes étaient maintenues dans un isolement sensoriel et informationnel complet, enfermées dans des cellules sans fenêtres où elles n'avaient aucun moyen de savoir qui les avait trahies, quelles preuves existaient contre elles, de quelles accusations elles faisaient l'objet, ni quand les interrogatoires commenceraient, créant un état d'anxiété perpétuelle que la recherche psychologique moderne a identifié comme l'une des méthodes les plus efficaces pour briser la résistance humaine sans nécessiter la moindre torture physique. Imaginez être Manuel de Lucena. Un marchand prospère avec une femme et des enfants, soudainement arraché à votre vie normale et jeté dans une cellule de pierre où le seul contact humain vient de gardes qui refusent de vous parler, où les repas arrivent à des intervalles irréguliers pour perturber votre sens du temps, où vous passez des semaines ou des mois à essayer de deviner lequel de vos amis, membres de votre famille ou associés commerciaux, a pu fournir le témoignage qui a mené à votre arrestation, et où chaque son dans le couloir pourrait signaler le début de séances d'interrogatoire que vous savez impliqueront une torture systématique conçue pour vous forcer à avouer des crimes que vous avez peu, être ou non commis. Cette guerre psychologique était documentée avec une précision clinique par les administrateurs de l'Inquisition qui comprenaient que l'anticipation de la douleur est souvent plus CC2FR. La corde existe toujours. Dans la chambre forte climatisée de l'UC Berkeley se trouve la corde même que Blas de Magallanes a utilisée pour se pendre dans sa cellule de l'Inquisition en 1597, plutôt que d'affronter un jour de plus de ce que ses interrogateurs appelaient un interrogatoire poussé. À côté, des phalanges qu'un autre prisonnier a utilisées pour de désespérés rituels de sorcellerie, espérant que la magie noire pourrait le sauver de la torture systématique. Ces artefacts ont émergé de la collection d'une famille mexicaine privée dans les années 1990. Des documents que le monde universitaire croyait détruits. Ce qui fait froid dans le dos, ce n'est pas seulement la preuve physique, ce sont les rapports médicaux qui ont survécu avec eux. Les médecins ne se contentaient pas de superviser la torture. Ils la perfectionnaient, rédigeant des analyses détaillées sur la durée optimale de la douleur et les techniques de manipulation psychologique. Pourquoi les médecins se disputaient-ils ces postes? Comment l'Inquisition a-t-elle atteint des taux d'aveu que les agences de renseignement modernes envieraient? Et pourquoi leurs méthodologies médicales sont-elles encore classifiées dans les manuels militaires contemporains? Les manuels d'histoire omettent la partie la plus troublante. Ce n'était pas de la barbarie médiévale, mais une cruauté scientifique qui a établi des modèles encore utilisés aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant. Car les liens entre les salles de torture du XVIe siècle et les sites noirs modernes vous feront remettre en question
tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir institutionnel. Mais cette corde et ses ossements ne sont que le début de ce que les chercheurs ont découvert lorsqu'ils ont ouvert cette collection cachée dans une maison privée mexicaine pendant plus d'un siècle. Et lorsque le professeur Ron Hassner a posé les yeux pour la première fois sur la transcription du procès de Manuel de Lucena, ces 1334 pages, il ne se doutait pas qu'il allait passer des années à documenter le programme de torture le plus systématique de l'histoire de l'humanité. Alors qu'il tournait chaque page de parchemin, ce sable ancien que j'ai mentionné plus tôt tombait littéralement sur ses genoux, CC2FR. La corde existe toujours. Dans la chambre forte climatisée de l'UC Berkeley se trouve la corde même que Blas de Magalhães a utilisée pour se pendre dans sa cellule de l'Inquisition en 1597, plutôt que d'affronter un jour de plus de ce que ses interrogateurs appelaient un interrogatoire poussé. À côté, des phalanges qu'un autre prisonnier a utilisées pour de désespérés rituels de sorcellerie, espérant que la magie noire pourrait le sauver de la torture systématique. Ces artefacts ont émergé de la collection d'une famille mexicaine privée dans les années 1990. Des documents que le monde universitaire croyait détruits. Ce qui fait froid dans le dos, ce n'est pas seulement la preuve physique, ce sont les rapports médicaux qui ont survécu avec eux. Les médecins ne se contentaient pas de superviser la torture. Ils la perfectionnaient, rédigeant des analyses détaillées sur la durée optimale de la douleur et les techniques de manipulation psychologique. Pourquoi les médecins se disputaient-ils ces postes? Comment l'Inquisition a-t-elle atteint des taux d'aveu que les agences de renseignement modernes envieraient? Et pourquoi leurs méthodologies médicales sont-elles encore classifiées dans les manuels militaires contemporains? Les manuels d'histoire omettent la partie la plus troublante. Ce n'était pas de la barbarie médiévale, mais une cruauté scientifique qui a établi des modèles encore utilisés aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant. Car les liens entre les salles de torture du XVIe siècle et les sites noirs modernes vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir institutionnel. Mais cette corde et ses ossements ne sont que le début de ce que les chercheurs ont découvert lorsqu'ils ont ouvert cette collection cachée dans une maison privée mexicaine pendant plus d'un siècle. Et lorsque le professeur Ron Hassner a posé les yeux pour la première fois sur la transcription du procès de Manuel de Lucena, ces 1334 pages, il ne se doutait pas qu'il allait passer des années à documenter le programme de torture le plus systématique de l'histoire de l'humanité. Alors qu'il tournait chaque page de parchemin, ce sable ancien que j'ai mentionné plus tôt tombait littéralement sur ses genoux, et il a réalisé qu'il ne lisait pas seulement l'histoire, il manipulait les vestiges physiques même des séances de torture, qui avaient eu lieu alors que Shakespeare écrivait encore des pièces. Les scribes qui ont créé ces documents utilisaient ce sable pour absorber l'excès d'encre, car leur registre devait être parfait, permanent et juridiquement recevable dans des tribunaux qui s'étendaient sur 3 continents et ont fonctionné pendant plus de 3 siècles. Chaque mot devait être préservé. Car l'Inquisition espagnole ne se contentait pas de torturer des gens. Elle construisait le premier réseau mondial de surveillance et d'interrogatoire, avec des procédures normalisées, une supervision médicale et des mesures de contrôle qualité qui feraient pleurer d'envie les agences de renseignement modernes. Ce que Hassner a découvert dans ces pages l'a forcé à réécrire complètement sa compréhension du fonctionnement de la torture systématique, car l'Inquisition avait résolu des problèmes auxquels les interrogateurs contemporains sont encore confrontés aujourd'hui. Et ils ont documenté chaque percée avec des détails insoutenables. Mais avant de plonger dans la manière exacte dont ils ont atteint des taux d'aveu de plus de 95% en moyenne sur des siècles d'opération, vous devez comprendre que tout ce que vous pensez savoir sur l'Inquisition espagnole est faux, et que la véritable histoire est bien pire que les versions hollywoodiennes, au point que votre esprit aura du mal à accepter ce que ces documents nouvellement découverts révèlent sur la véritable nature du pouvoir institutionnel et de la complicité médicale. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films, car ces silhouettes encapuchonnées avec leurs instruments de torture rouillés vous protègent en réalité de la vérité, et les inquisiteurs maladroits des Monty Python, incapables de menacer quelqu'un correctement, sont une fiction miséricordieuse comparée à ce qui se passait réellement dans ces chambres de souffrance systématiques méticuleusement organisées. La version hollywoodienne vous présente des barbares médiévaux agissant sous l'emprise de la fureur religieuse. Mais les archives récemment ouvertes révèlent quelque chose qui vous glacera le sang. C'était une bureaucratie moderne
qui se trouvait opérer 4 siècles avant que nous n'inventions le terme, avec des organigrammes, des indicateurs de performance et des manuels de l'employé détaillant exactement comment extraire des aveux tout en maintenant la conformité juridique. Lorsque les chercheurs ont finalement eu accès aux archives nationales espagnoles dans les années 1970 après la mort de Franco, ils s'attendaient à trouver des registres épars de violences religieuses aléatoires. Au lieu de cela, ils ont découvert la documentation la plus complète de la torture systématique de l'histoire humaine, avec des dossiers si détaillés que les psychologues légistes modernes les utilisent pour étudier les effets à long terme du traumatisme institutionnel. La transcription du procès de Manuel de Lucena, longue de 1334 pages, n'est pas seulement le compte-rendu de la torture d'un homme, c'est un manuel de formation qui montre exactement comment l'Inquisition a perfectionné l'art de briser des êtres humains tout en les maintenant en vie et en conformité avec la loi. Et lorsque vous réalisez que ce seul dossier représente l'un des plus de 67 521 dossiers individuels désormais numérisés dans la base de données de l'Inquisition du début de l'ère moderne, l'ampleur réelle de ce cauchemar bureaucratique devient terrifiante. Ce n'étaient pas des fanatiques fous agissant sous le coup de l'impulsion, mais des professionnels formés, suivant des procédures normalisées, affinées par des siècles d'expérimentation systématique sur des sujets humains. Les documents médicaux qui ont survécu révèlent que les médecins n'étaient pas seulement présents lors des séances de torture. Ils menaient des études contrôlées sur la tolérance à la douleur, la manipulation psychologique et les techniques d'interrogatoire optimales, auxquelles les psychologues militaires contemporains se réfèrent encore dans des recherches classifiées. Mais voici ce qui vous troublera vraiment. Le taux d'aveu de l'Inquisition n'a pas été atteint par une torture plus brutale que celle de leurs contemporains, mais par une meilleure organisation, une documentation supérieure et ce que les analystes du renseignement moderne reconnaissent aujourd'hui comme le programme de guerre psychologique le plus sophistiqué jamais mis en œuvre. Et quand vous comprendrez comment ils opéraient réellement, vous réaliserez pourquoi les gouvernements du monde entier classifient encore leur méthodologie comme des secrets d'État, car les modèles qu'ils ont créés pour la cruauté institutionnelle systématique sont encore utilisés aujourd'hui, portant simplement des uniformes différents et parlant des langues différentes. De 1478 à 1834, 356 ans de fonctionnement continu, l'Inquisition espagnole a traité plus de 150 000 cas en Espagne et dans ses colonies. Mais ces chiffres ne rendent pas compte de la véritable horreur, car une analyse récente de 67 521 cas documentés révèle qu'il ne s'agissait pas de violences aléatoires ou d'hystérie religieuse, mais de torture institutionnelle systématique menée avec la précision d'une procédure médicale moderne. Chaque arrestation, chaque interrogatoire, chaque cri, chaque aveu était consigné dans des formats standardisés qui permettaient aux administrateurs de suivre des indicateurs de performance sur des décennies d'opérations. Lorsque Gustav Henningsen et Jaime Contreras ont compilé leur base de données de cas de l'Inquisition dans les années 1980, ils pensaient documenter la brutalité médiévale. Mais ce qu'ils ont en réalité découvert, c'est le premier programme de torture au monde fondé sur des preuves, avec analyse statistique, mesures de contrôle qualité et protocoles d'amélioration continue qui mettraient mal à l'aise les scientifiques des données contemporains par leur rigueur et leur efficacité. L'ampleur devient vraiment terrifiante lorsque l'on réalise que ces 67 521 cas ne représentent que les survivants documentés, ceux dont les dossiers ont été conservés dans des archives dispersées sur 3 continents, ce qui signifie que le nombre réel de personnes traitées par ce système était exponentiellement plus élevé. Chaque dossier contient suffisamment de détails pour reconstituer non seulement ce qui est arrivé aux victimes individuelles, mais aussi comment l'ensemble de l'appareil fonctionnait comme un réseau intégré de surveillance, d'arrestation, d'interrogatoire et d'élimination, opérant avec une précision d'horloger pendant plus de 3 siècles. Mais voici ce qui vous donnera la chair de poule. L'analyse forensique moderne de ces archives révèle que l'Inquisition a atteint des taux d'aveu de 95% en moyenne, non pas par une torture plus brutale que celle de ses contemporains, mais par une collecte de données supérieure, un profilage psychologique et ce que les analystes du renseignement reconnaissent aujourd'hui comme la première mise en œuvre systématique de l'analyse des réseaux sociaux pour identifier et éliminer des communautés entières d'individus ciblés. Chaque nom extorqué sous la torture était recoupé avec les dossiers existants. Chaque relation était cartographiée,
chaque connexion était exploitée pour étendre le réseau de surveillance et de contrôle. La documentation était si minutieuse que les chercheurs peuvent aujourd'hui reconstituer le tissu social de villes entières et retracer comment la terreur systématique se propageait dans les communautés comme un virus soigneusement conçu pour détruire la confiance humaine. Et maintenant, pour la première fois, nous pouvons voir exactement ce qui se passait dans ces chambres. Mais avant de plonger dans les méthodes spécifiques qui feraient reculer d'horreur les interrogateurs modernes, vous devez comprendre comment cette machine de cruauté systématique a vu le jour, car les origines de l'Inquisition espagnole révèlent quelque chose de troublant sur la rapidité avec laquelle n'importe quelle société peut transformer des professionnels de la santé, des experts juridiques et des autorités religieuses en participants volontaires à la torture institutionnalisée lorsque les bonnes structures bureaucratiques sont mises en place. Espagne. 1478. Ferdinand et Isabelle viennent d'unifier un royaume fracturé par le mariage et la conquête militaire, mais leur pouvoir nouvellement consolidé fait face à ce qu'ils perçoivent comme une menace existentielle, une diversité religieuse qui a permis aux Juifs, aux musulmans et aux chrétiens de coexister pendant des siècles dans un réseau complexe de relations commerciales, intellectuelles et sociales que les rois catholiques considèrent comme un défi direct à l'autorité royale absolue. La tolérance qui avait fait de l'Espagne médiévale l'une des régions les plus prospères et intellectuellement dynamiques d'Europe représente maintenant, dans leur esprit, un cancer qui doit être retiré chirurgicalement avant qu'il ne se métastase en rébellion politique. Leur solution révèle un niveau de sophistication bureaucratique qui pousserait les régimes totalitaires modernes à étudier leurs méthodes avec une admiration professionnelle. Le 1er novembre 1478, le pape Sixte IV publie la bulle pontificale Foi, Exigit Sinceras Devotionis, autorisant officiellement Ferdinand et Isabelle à créer le tribunal del Santo Officio, le Saint-Office de l'Inquisition. Mais ce qui émerge de cette autorisation papale n'est pas la violence de foule chaotique à laquelle on pourrait s'attendre, c'est quelque chose de bien plus terrifiant. Le premier programme, au monde de torture systématiquement organisé et parrainé par l'État, conçu pour opérer dans des cadres juridiques qui fournissent un vernis de légitimité judiciaire tout en permettant des niveaux de cruauté institutionnelle sans précédent. Il ne s'agissait pas d'une foule avec des torches prenant d'assaut les quartiers, mais d'une institution juridique soigneusement construite, avec des structures de commandement hiérarchiques, des procédures opérationnelles normalisées, des processus d'appel et des mécanismes de contrôle qualité qui assuraient une application cohérente des techniques de torture à travers de multiples juridictions sur 3 continents. La fondation bureaucratique qu'ils ont établie révèle une compréhension troublante de la manière de transformer des citoyens ordinaires en participants volontaires à la torture systématique. Ils ont recruté des avocats diplômés des universités pour servir d'inquisiteurs, des médecins agréés pour assurer la surveillance médicale, des scribes professionnels pour tenir une documentation détaillée et le clergé local pour fournir une justification théologique, créant une structure institutionnelle à plusieurs niveaux où la responsabilité individuelle pouvait être diluée entre tant de participants qu'aucune personne seule n'avait à affronter tout le poids moral de ce qu'ils permettaient collectivement. Mais le véritable génie de leur système ne résidait pas dans sa structure organisationnelle, mais dans la manière dont ils ont transformé la torture d'un outil grossier de punition en un instrument sophistiqué de contrôle social capable d'identifier, de cartographier et de démanteler systématiquement des réseaux entiers de dissidents présumés, tout en maintenant la fiction juridique qu'ils protégeaient simplement l'orthodoxie religieuse. Et lorsque Thomas de Torquemada fut nommé premier grand inquisiteur en 1483, il apporta à ce poste non seulement un fanatisme religieux, mais aussi un brio administratif qui allait établir des modèles opérationnels encore étudiés aujourd'hui dans les académies militaires et les programmes de formation au renseignement, car il comprenait que la torture la plus efficace n'est pas la violence aléatoire, mais des processus institutionnels systématiques qui peuvent être affinés, normalisés et étendus à de vastes régions géographiques tout en maintenant des résultats constants qui justifient l'expansion continue du programme. Voici les foi converso, foi des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme pour échapper à la persécution croissante de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, des familles qui pensaient qu'abandonner leur foi ancestrale leur garantirait la sécurité dans un monde de plus en plus hostile.
Mais ils avaient tragiquement tort, car l'Inquisition espagnole avait été spécifiquement conçue pour les cibler. Et les statistiques révèlent la précision génocidaire de cette campagne systématique. À Valence, entre 1484 et 1530, 91, 6% des personnes jugées par l'Inquisition étaient d'origine juive. Tandis qu'à Barcelone, entre 1484 et 1505, un chiffre quasi impossible de 99, 3% de tous les cas concernaient des foi conversos, des nombres si extrêmes qu'ils révèlent qu'il ne s'agissait pas de persécution religieuse, mais de nettoyage ethnique déguisé en purification théologique. Ce n'étaient pas de simples statistiques dans des registres poussiéreux. C'étaient des familles avec des noms, des visages et des rêves qui avaient déjà sacrifié tout ce qu'elles avaient de plus sacré pour survivre. Des marchands comme Abraham Senior, qui avait été le principal collecteur d'impôts des rois catholiques et s'était converti au christianisme en 1492 pour ensuite voir ses enfants faire l'objet d'enquêtes de l'Inquisition. Des professeurs comme Luis de León, qui a passé 5 ans dans les cellules de l'Inquisition, bien qu'il fût un professeur de théologie respecté. Des mères comme Elvira del Campo, torturées pour avoir allumé des bougies le vendredi soir par habitude plutôt que par conviction religieuse. Et des enfants qui grandiraient sans jamais savoir si leurs voisins pourraient les dénoncer pour avoir refusé de manger du porc ou pour s'être lavé les mains trop fréquemment. Les foi conversos avaient fait le calcul désespéré que la conversion les protégerait, mais les architectes de l'Inquisition comprenaient que la conversion volontaire les rendait en fait plus vulnérables, et non moins, car elle créait le cadre juridique nécessaire pour justifier une surveillance systématique de leur vie privée. Une fois convertis, tout comportement suggérant que vous pourriez encore maintenir des pratiques juives devenait une preuve d'hérésie passible de torture, d'emprisonnement, de confiscation des biens et de mort. Ce qui rend leur situation particulièrement tragique, c'est que de nombreux foi conversos avaient sincèrement embrassé le christianisme, certains étaient même devenus prêtres, religieuses ou évêques, mais l'Inquisition partait du principe que le sang juif portait une tendance inhérente à l'hérésie qui ne pouvait jamais être complètement éliminée, une idéologie raciste qui inspirerait plus tard des programmes similaires de nettoyage ethnique à travers l'Europe et au-delà. Les archives de procès, récemment découvertes, révèlent l'intimité horrifiante de cette persécution. Des voisins se dénonçant les uns les autres pour des choix alimentaires suspects, des domestiques témoignant des habitudes de bain de leurs employeurs, des enfants encouragés à dénoncer les prières privées de leurs parents, créant un réseau de surveillance si complet que les familles foi conversos vivaient dans la terreur constante de révéler accidentellement une habitude inconsciente qui pourrait déclencher une enquête menant aux chambres de torture, où les médecins de l'Inquisition briseraient systématiquement leur corps, tandis que les scribes juridiques enregistreraient chaque cri pour la postérité. Et ce qui est le plus troublant dans ces premiers cas, c'est la manière dont ils ont établi le modèle opérationnel qui serait plus tard appliqué aux protestants, aux musulmans, aux sorcières présumées et à toute autre personne, menaçant la définition de plus en plus large de l'orthodoxie de l'Inquisition. Car une fois que vous créez des mécanismes institutionnels pour la torture systématique, ces mécanismes trouvent inévitablement de nouvelles cibles pour justifier leur existence continue. Le génie de l'Inquisition ne résidait pas dans sa cruauté, mais dans sa patience. Lorsque Manuel de Lucena fut arrêté à Mexico le 10 mai 1594, il ne se doutait pas que les enquêteurs de l'Inquisition avaient systématiquement monté leur dossier contre lui depuis 8 mois, surveillant sa maison, soudoyant ses domestiques, pour obtenir des informations sur ses habitudes alimentaires et documentant soigneusement chaque témoignage d'autrefois conversos qui avait déjà été brisé dans les chambres de torture et forcé d'impliquer tous ceux qu'ils connaissaient dans leur tentative désespérée de faire cesser la douleur. Ils avaient déjà des preuves matérielles, des rapports indiquant qu'aucune fumée ne sortait de sa cheminée le samedi, des témoignages selon lesquels sa femme achetait des quantités inhabituellement grandes de légumes avant certaines dates et des comptes rendus détaillés de rassemblements suspects à son domicile que les témoins décrivaient avec le genre de détails spécifiques qui ne peuvent provenir que de personnes ayant été systématiquement torturées jusqu'à ce qu'elles fournissent exactement les informations que leurs interrogateurs veulent entendre. La torture n'était pas conçue pour découvrir la vérité. C'était une performance soigneusement orchestrée
visant à confirmer ce que les inquisiteurs soupçonnaient déjà, tout en créant la documentation juridique nécessaire pour justifier la confiscation des biens et l'exécution publique. Cette distinction entre enquête et confirmation révèle quelque chose de profondément troublant sur le fonctionnement réel de la torture institutionnelle lorsqu'elle est conçue par des administrateurs intelligents plutôt que par individus sadiques agissant sous l'impulsion. Mais c'est là que l'architecture psychologique devient véritablement diabolique. Dès leur arrestation, les victimes étaient maintenues dans un isolement sensoriel et informationnel complet, enfermées dans des cellules sans fenêtres où elles n'avaient aucun moyen de savoir qui les avait trahies, quelles preuves existaient contre elles, de quelles accusations elles faisaient l'objet, ni quand les interrogatoires commenceraient, créant un état d'anxiété perpétuelle que la recherche psychologique moderne a identifié comme l'une des méthodes les plus efficaces pour briser la résistance humaine sans nécessiter la moindre torture physique. Imaginez être Manuel de Lucena. Un marchand prospère avec une femme et des enfants, soudainement arraché à votre vie normale et jeté dans une cellule de pierre où le seul contact humain vient de gardes qui refusent de vous parler, où les repas arrivent à des intervalles irréguliers pour perturber votre sens du temps, où vous passez des semaines ou des mois à essayer de deviner lequel de vos amis, membres de votre famille ou associés commerciaux, a pu fournir le témoignage qui a mené à votre arrestation, et où chaque son dans le couloir pourrait signaler le début de séances d'interrogatoire que vous savez impliqueront une torture systématique conçue pour vous forcer à avouer des crimes que vous avez peu, être ou non commis. Cette guerre psychologique était documentée avec une précision clinique par les administrateurs de l'Inquisition qui comprenaient que l'anticipation de la douleur est souvent plus efficace que la douleur elle-même. Leurs manuels opérationnels contiennent des instructions détaillées pour maximiser la pression psychologique par l'utilisation stratégique de l'incertitude, de l'isolement et d'une escalade soigneusement programmée de l'intensité des interrogatoires, des techniques que les psychologues militaires contemporains étudient encore comme des exemples de la manière de briser systématiquement la résistance humaine, tout en maintenant une dénégation plausible quant à l'usage de la torture. Les dossiers récemment découverts révèlent que la plupart des victimes avouaient avant même l'application de toute torture physique simplement parce que la pression psychologique de l'isolement prolongé, combinée à la certitude que la torture était inévitable, devenait insupportable. Cela révèle quelque chose de terrifiant sur le degré de sophistication que peut atteindre la cruauté institutionnelle lorsqu'elle est conçue par des personnes qui comprennent que l'esprit humain est souvent plus vulnérable que le corps humain. Voici ce qui vous choquera le plus dans ces documents nouvellement découverts. L'Inquisition espagnole employait des équipes de médecins non pas pour guérir les victimes de la torture, mais pour perfectionner l'application de la souffrance de manière à maximiser l'extraction d'informations tout en minimisant le risque de mort prématurée qui pourrait interrompre les séances d'interrogatoire avant que les aveux ne soient obtenus. Des dossiers médicaux récemment découverts dans les archives nationales espagnoles révèlent que les médecins n'étaient pas seulement consultés occasionnellement pendant les séances de torture, ils étaient des membres permanents du personnel dont les descriptions de poste incluaient des spécifications détaillées pour surveiller les signes vitaux, évaluer la tolérance à la douleur et faire des recommandations cliniques sur les méthodes de torture les plus efficaces pour chaque victime en fonction de son âge, de sa condition physique et de son profil psychologique. Il ne s'agissait pas de bouchers de ruelles ou d'amateurs sadiques, mais de médecins formés à l'université qui se disputaient les postes de l'Inquisition, car ils offraient d'excellents salaires, un prestige social et une immunité juridique contre les poursuites. Leurs rapports médicaux se lisent comme des études cliniques sur l'optimisation systématique de la torture qui rendrait les bioéthiciens contemporains physiquement malades par leurs discussions désinvoltes sur la souffrance humaine en tant que phénomène scientifique mesurable. Prenez le cas d'Anna Acosta, une jeune foi converso, foi de 15 ans de Séville, emprisonnée pour pratique présumée du judaïsme. Lorsque les gardiens de prison l'ont trouvée nue dans sa cellule, affirmant recevoir des visites d'une personne en robe blanche, le médecin traitant a diagnostiqué une mélancolie hypocondriaque, causée par un déséquilibre des humeurs dans son système gastro-intestinal. Mais voici le détail qui révèle la véritable horreur de la complicité médicale. Sa recommandation de traitement n'était pas de cesser sa torture ou de la libérer de prison, mais de la rendre heureuse et de lui donner des aliments spécifiques
notamment des têtes, des pattes et des pieds de bœuf pour le déjeuner, et des œufs, des amandes et des salades d'endives pour le dîner, afin de réchauffer ses humeurs et de restaurer son équilibre psychologique pour qu'elle puisse continuer à être interrogée efficacement. Mais le médecin a également noté, presque en passant, qu'Anna avait la gangrène au pied, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate, un détail qui suggère que sa mélancolie aurait pu être un délire causé par une septicémie due à une blessure infectée. Pourtant, au lieu de se demander si une infection systémique pouvait expliquer ses hallucinations, l'équipe médicale a traité son infection au pied tout en continuant à soutenir sa torture psychologique au motif que ses symptômes indiquaient une corruption spirituelle plutôt qu'une crise médicale. Ce cas illustre comment les médecins de l'Inquisition réinterprétaient systématiquement les symptômes de maladies physiques, de traumatismes psychologiques et de psychoses induites par la torture comme des preuves de comportement hérétique, justifiant la poursuite de l'emprisonnement et de l'interrogatoire, créant une documentation médicale qui fournissait une légitimité scientifique à la torture systématique, tout en permettant aux médecins de maintenir la fiction qu'ils fournissaient des soins humanitaires à des individus spirituellement corrompus. Les violations de l'éthique médicale documentées dans ces archives sont si étendues que les médecins contemporains qui les étudient éprouvent souvent ce que les chercheurs appellent une blessure morale, le traumatisme psychologique qui survient lorsque des professionnels de la santé sont forcés de faire face à la preuve de la manière dont leur profession a été systématiquement corrompue par le mal institutionnel. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ces pratiques médicales de l'Inquisition ont établi des modèles pour la participation des médecins à la torture d'État qui réapparaissent avec une constance choquante à travers différentes périodes historiques, lieux géographiques, des expériences médicales nazies au programme de torture de la CIA, révélant que la corruption de l'éthique médicale n'est pas une aberration, mais un résultat prévisible lorsque les médecins sont intégrés dans des structures institutionnelles qui privilégient l'extraction d'informations sur le bien-être humain. L'Inquisition a développé 3 méthodes d'interrogatoire principales que les historiens reconnaissent aujourd'hui comme fondamentales pour comprendre comment la torture institutionnelle s'est systématisée au début de l'Europe moderne. Ce qui rend ces techniques historiquement significatives n'est pas leur cruauté, mais leur précision bureaucratique et leur supervision médicale qui ont transformé ce qui était auparavant des actes de violence aléatoires en procédures normalisées, avec des protocoles documentés, des limites de temps et des résultats mesurables, pouvant être reproduits dans différents tribunaux et lieux géographiques. La foi Garusha, également connue sous le nom de foi Strappado, impliquait des techniques de suspension soigneusement réglementées par les médecins de l'Inquisition qui surveillaient les séances pour éviter les issues fatales, tout en assurant un impact psychologique maximal. Les sessions documentées duraient exactement 60 minutes, ce qui représentait un équilibre calculé entre l'efficacité et la responsabilité juridique, puisque les règlements de l'Inquisition interdisaient explicitement la torture entraînant une invalidité permanente ou la mort, qui pourrait saper la validité juridique des aveux obtenus par ces méthodes. La foi Toka, que les historiens reconnaissent comme une forme précoce de ce que les analystes contemporains appellent la noyade contrôlée, impliquait des volumes d'eau mesurés avec précision jusqu'à 7 pintes selon les dossiers médicaux survivants, administrés sous la supervision d'un médecin à l'aide de techniques qui créaient la sensation physiologique de la noyade tout en permettant aux interrogateurs de maintenir un contrôle total sur la survie de la victime. Ce qui est le plus significatif historiquement à propos de cette méthode, c'est la manière dont les administrateurs de l'Inquisition ont développé des protocoles normalisés qui pouvaient être enseignés aux interrogateurs à travers l'Empire espagnol, assurant une application cohérente des techniques de pression psychologique qui maximisaient les taux d'aveu, tout en minimisant les complications juridiques. Le foie potro, communément appelé le chevalet, révèle peu être l'aspect le plus troublant de la systématisation de l'Inquisition, les exigences de documentation bureaucratique qui imposaient une tenue de registre détaillée de chaque étape de la procédure, les scribes présents étant tenus de documenter non seulement les aveux, mais aussi les ajustements mécaniques spécifiques effectués pendant les sessions, créant des archives que les historiens modernes
peuvent analyser pour comprendre exactement comment la torture institutionnelle fonctionnait comme un processus juridique plutôt que comme une violence arbitraire. Ce qui rend ces archives historiques particulièrement précieuses pour comprendre le développement de la cruauté institutionnelle systématique, c'est la manière dont elles révèlent l'intersection des systèmes juridiques, médicaux et administratifs qui ont transformé des actes de brutalité individuelle en procédures normalisées, pouvant être étendues à de vastes territoires et maintenues sur plusieurs générations de praticiens, établissant des modèles organisationnels qui seraient plus tard adaptés par divers régimes autoritaires tout au long de l'histoire. La documentation survivante montre que la torture de l'Inquisition n'était pas conçue pour des résultats immédiats, mais pour une destruction psychologique systématique qui non seulement extorquerait des aveux aux victimes individuelles, mais créerait également une terreur à l'échelle de la communauté qui décourageait la résistance à l'autorité institutionnelle. Cette approche stratégique de la guerre psychologique représente l'un des premiers exemples de programmes parrainés par l'État conçus pour utiliser la souffrance systématique comme un outil de contrôle social plutôt que comme une simple punition. Mais voici le détail le plus glaçant qui révèle la véritable nature institutionnelle des opérations de l'Inquisition. Chaque séance d'interrogatoire était suivie par des scribes professionnels de la cour dont la description de poste explicite, conservée dans les manuels administratifs, exigeait qu'ils écrivent tout ce que l'inquisiteur ou les inquisiteurs disent aux prisonniers et ce que le prisonnier dit en retour, créant un système de documentation si complet que les historiens du droit moderne le considèrent comme l'un des registres les plus complets d'interrogatoires institutionnels systématiques jamais conservés. Il ne s'agissait pas de notes griffonnées à la hâte par des archivistes amateurs, mais de documents judiciaires officiels produits par des scribes formés à l'université qui comprenaient que leurs registres seraient soumis à l'examen des cours supérieures, à des processus d'appel et à des audits administratifs. Cela signifiait que chaque page devait répondre à des normes rigoureuses de lisibilité, d'exactitude et de recevabilité juridique, ce qui les obligeait à utiliser du sable fin pour éponger l'excès d'encre et éviter les bavures qui pourraient compromettre la validité juridique du document. Le même sable que les chercheurs de l'UC Berkeley trouvent aujourd'hui s'écoulant de pages vieilles de 400 ans représente la preuve physique du soin obsessionnel que ces scribes prenaient pour s'assurer que leur documentation survivrait pendant des siècles en tant que témoignage juridiquement contraignant. Cette attention à la permanence documentaire révèle quelque chose de profondément troublant sur le fonctionnement de la torture institutionnelle lorsqu'elle est conçue par des administrateurs qui comprennent que la cruauté systématique nécessite une documentation systématique pour maintenir sa légitimité juridique sur de longues périodes d'opération. La rigueur obsessionnelle de ce système d'archivage devient vraiment horrifiante lorsque l'on réalise ce que ces scribes documentaient réellement, non seulement les aveux et les témoignages juridiques, mais aussi des comptes rendus détaillés des réponses physiologiques aux techniques d'interrogatoire, le calendrier précis des différentes étapes de la procédure, les observations médicales sur l'état physique et psychologique des victimes, et les notes administratives sur les méthodes qui produisaient les résultats les plus fiables avec différentes catégories de prisonniers. Ils enregistraient des transcriptions mot à mot de tout ce qui était dit pendant les sessions, y compris les prières, les supplications pour la pitié et les vocalisations involontaires, créant des archives qui permettent aux historiens contemporains de reconstituer non seulement ce qui s'est passé dans ces chambres, mais aussi comment les victimes ont vécu la torture institutionnelle systématique. Ce niveau de détail documentaire remplit de multiples fonctions institutionnelles qui révèlent la pensée administrative sophistiquée derrière les opérations de l'Inquisition. La conservation de ces archives pour la postérité n'était pas accidentelle. C'était une stratégie institutionnelle délibérée conçue pour créer des précédents juridiques, du matériel de formation pour les futurs interrogateurs et des systèmes de responsabilité bureaucratique qui permettraient aux superviseurs d'évaluer la performance des opérations de chaque tribunal à travers l'Empire espagnol. Et ce qui est le plus troublant, c'est la manière dont ces exigences de documentation ont transformé les scribes de simples sténographes judiciaires en participants